Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons présenter le dernier livre de l'année. Pouvez-vous tous les deux vous présenter et après on passera à l'étude approfondie de cet ouvrage. Moi, je suis Anaïs Masson et je fais partie des éditions L'Arachnéen qui vont publier le livre dont il va être question. Moi, je suis Jean-Michel Frodon, je suis critique de cinéma, je suis aussi enseignant, entre autres à Sciences Po, et voilà, j'écris et je parle de films le plus clair de mon temps. Et par ailleurs, je suis responsable de la section livres de cinéma au sein des différentes sélections de livres d'art que propose le FILAF chaque année. Très bien. Super. Et je vois que Cécile a pu nous rejoindre. Voilà, donc la présidente du jury. Bonjour. Alors peut-être qu'on peut commencer par Anaïs pour nous présenter le livre. Oui, moi, Rachel Simon m'a demandé de faire une présentation d'une vingtaine de minutes. J'espère que ça vous convient. Donc, c'est ce livre-ci. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à présenter ce livre DVD, qui est donc un livre et un DVD à la fin, conçu par Federico Rossini et qui s'appelle donc Journal d'un maître d'école et qui a été publié donc aux éditions L'Arachnéen l'an dernier. Un livre DVD, donc un objet double, le film de Vittorio De Seta, donné en DVD à la fin du livre, et puis le livre que nous avons élaboré à partir de ce film avec Federico Rossini. Et nous sommes ravis que Jean-Michel Frodon l'ait sélectionné pour la catégorie livre, parce que souvent le travail du livre a été passé sous silence, un peu éclipsé par l'aura indéniable du film. Je vais d'abord commencer par vous présenter le film Diario di un maestro de Vittorio De Seta. Comment faire classe à des enfants déscolarisés ou en voie de le devenir dans un des quartiers les plus pauvres de la banlieue de Rome. C'est la question à laquelle s'attaque Vittorio De Seta au début des années 70. Lui que rien ne prédisposait à traiter un tel sujet. J'imagine que vous connaissez peut-être ce cinéaste, ce grand cinéaste italien, né en Sicile en 1923. Et quand il fait Diario di un maestro, il a alors à peine 50 ans. Il est connu à ce moment-là pour la magnifique série de courts-métrages qu'il a tourné dans le sud de l'Italie dans les années 50 et qui sont rassemblés en DVD sous le titre Le Monde perdu, qui montre les vestiges des cultures populaires liées à la paysannerie et à la pêche. Quand Diario di un maestro est une commande de la RAI, la télévision publique italienne, à l'époque où la télévision produisait des films ambitieux. Et quand la RAI propose à De Seta de réaliser un film sur l'école, il ne s'était encore jamais intéressé au sujet. Le film a été diffusé en 1973, en 4 épisodes, 4 dimanches de suite. Il a été vu par 12 à 20 millions de téléspectateurs et il a provoqué d'emblée des débats importants sur l'école publique. Le film est en réalité une expérience pédagogique inspirée des acquis les plus révolutionnaires de l'école moderne. Les enfants jouent leur propre rôle et l'acteur qui joue l'instituteur devient peu à peu un véritable pédagogue. Faire classe et faire un film deviennent une seule et même expérience de vie collective. Vittorio De Seta dit lui-même « L'idée fondamentale a été de ne pas faire de film. En réalité, nous avons fait une école et nous l'avons filmée. » Alors, la trame du film, en quelques mots, il y a un enseignant, le maestro d'Angelo, qui arrive en cours d'année dans une école de la banlieue de Rome, où on lui donne la charge d'une classe poubelle, une classe qui rassemble tous les élèves les plus récalcitrants, les redoublants, les perturbateurs, sans compter que plusieurs élèves ne viennent plus. Ce sont tous des garçons, à l'époque les classes ne sont pas encore mixtes, entre 10 et 13 ans, l'équivalent d'un CM2. Les collègues du maestro d'Angelo l'encouragent à faire son possible, mais pas plus, pour ceux qui sont là, pour qu'ils obtiennent leur certificat d'études, mais surtout, il lui conseille de délaisser les autres. D'Angelo décide au contraire de commencer par aller chercher les absents.
Ils découvrent leur milieu de vie et notamment les bidonvilles du quartier Tiburtino. La plupart des élèves absents font des petits boulots pour compléter les revenus de la famille, de la vente d'ail au marché, de la pêche, récupération de ferraille. À cette époque, le travail des enfants est encore une réalité importante en Italie. On est au tout début des années 70. L'enseignant réussit peu à peu à les convaincre, les enfants et leurs familles, de retourner à l'école, et pour cela, ils expérimentent avec eux une nouvelle manière d'enseigner. Le terrain de rencontre a lieu entre la salle de classe et les terrains vagues où les enfants se réfugient et jouent, ou encore leur lieu de vie, que ce soit des baraquements ou des HLM. Il y a un passage incessant du dedans au dehors et du dehors au dedans. L'enseignant se saisit des sujets de préoccupation des enfants, il n'ignore rien de leur réalité quotidienne. Ils élaborent ensemble leurs objets d'étude, avancent collectivement et en coopérant les uns avec les autres. Travailler ensemble devient en soi un apprentissage au même titre que l'usage de la langue ou les calculs. Ils s'intéressent à la question de la délinquance et du vol, à celle de la torture des petits animaux, grenouilles, lézards, que les enfants torturent régulièrement, à la Deuxième Guerre mondiale à travers le récit des pères ou encore aux migrations intérieures au pays. Ils élaborent des textes écrits à plusieurs, passent par l'usage du dessin, expérimentent l'impression à la presse pour réaliser un petit journal. On insiste en fait à l'invention collective d'un programme alternatif qui suit les préceptes de l'école nouvelle, hérité de Célestin Freinet et Mariano Tessori notamment. Et ce programme implique la vie, l'histoire et la culture propre des élèves. Côté corps enseignant, D'Angelo affronte de vieux instituteurs académiques dont le jeu compassé, puisqu'ils sont joués par des acteurs, coïncide délibérément avec les rigidités et les réflexes discriminatoires de la vieille école. Le directeur de l'école va mettre en échec la nouvelle manière d'enseigner d'Angelo. Alors le tournage a duré 4 mois, mais le travail en réalité, avant et après, a duré 4 ans. Le film a été tourné en 16 mm avec son synchrone. Alors pour ne pas faire un film et faire une école, De Seta a en fait renoncé au principe du scénario. Il a inventé une forme hybride qui dépasse les catégories du documentaire, fiction ou film enquête. Il implique dans le processus les enfants, leurs familles, les habitants du quartier, les acteurs, appliquant ainsi les principes d'enseignement anti-autoritaire nés de 68 au film lui-même. Il s'est entouré de techniciens virtuoses et d'un conseiller pédagogique qui s'appelle Francesco Tonucci, qui assiste les enfants sur le tournage quotidiennement. Les scènes sont improvisées par les élèves et l'enseignant sur la trame d'une fiction écrite au jour le jour. Le tournage a lieu dans la classe et à l'extérieur, dans les terrains vagues alentours, sur les lieux de travail des élèves. Dans le cadre de ce travail collectif, le réalisateur du film se trouve volontairement dessaisi de la direction des opérations, à l'image du maître d'école qui renonce à sa position de maîtrise pour se voir inversement enseigné par le savoir et l'imprévisibilité des enfants adolescents. La notion d'auteur est mise à mal. La capacité de réagir collectivement à l'événement devient la condition de la vérité du film. Et De Seta fonde son projet à la fois sur l'art de l'expérimentation et sur le principe d'impureté, le mélange des types d'interprétation, du psychodrame et de l'improvisation documentaire. Diario di un Maestro n'avait jamais été projeté en France avant que Federico Rossini ne le programme dans quelques festivals, au Réel, à l'USAS, à Poitiers et à Tulle. Nous, c'est à Tulle, donc dans un festival porté par l'association Autour du 1er mai et Peuple et Culture, Corrèze, que nous l'avons découvert en 2014. Et nous avons été d'emblée enthousiasmés par le film et convaincus de l'importance de le faire connaître au-delà des cercles des cinéphiles qui fréquentent les festivals. Et le DVD, malgré son caractère technique presque obsolète, nous a semblé être un bon support. Et nous avons voulu l'accompagner d'un livre qui ne soit pas seulement un livret, mais un livre à part entière. Le film est donc pour la première fois disponible avec un sous-titrage en français pour un large public. Et le spectateur peut continuer, poursuivre la découverte du film par la lecture du livre qui est largement illustré. Donc le livre, puisque contrairement à ce que je viens de faire, le livre ne raconte pas le film. Le film est présent dans
dans le livre. Federico Rossini tenait à lui conserver sa charge propre et à laisser ouverts les débats qu'il pourrait susciter. Il y en a déjà eu de nombreux depuis la sortie du livre, Forum des images, au Festival de Mellionec, à Vidéodrome à Marseille, dans d'autres endroits, j'en oublie. Et nous espérions que le livre DVD puisse ainsi susciter de nouvelles tentatives entre art et école. Et pour cela, nous ne voulions rien dire de l'école actuelle. Il s'agissait de raconter comment ce film-ci avait été possible. Alors, je vais juste montrer les premières pages du livre. Donc ça, c'est la couverture. Attendez que je me mette. Voilà. Donc après quelques pages de photogrammes du film, quelques-uns par épisode, le film est long. Le livre s'ouvre assez logiquement avec un texte de Federico Rossini, Histoire d'un film, qui donne donc les clés de la fabrique du film, de la commande passée par la RAI en 69, à la diffusion du film sur la chaîne publique en 73. Rossini s'est largement documenté et nous livre les propos clés des De Sitta, mais aussi ceux de Tonucci ou les sources d'inspiration de Sitta. Notamment, De Sitta s'était inspiré d'un livre témoignage d'un enseignant, Albino Bernardini, qui avait fait paraître en 68 le récit d'une année de classe dans un quartier difficile qui s'appelle Une année à Pietralata. Le film étant largement improvisé à partir d'un canevas très précis, mais tout de même improvisé, Federico Rossini nous fait entrer dans le détail des étapes et s'appuie sur sa propre expérience de spectateur, lui qui connaît le film depuis toujours et l'a vu un grand nombre de fois, s'étonnant chaque fois d'être repris par l'intelligence de la situation. Il cherche à nous faire saisir comment le film et l'école se sont intimement liés, mêlés, art et vie. Il cherche à rendre compte du processus même du travail pédagogique, cinématographique et politique. Il cite par exemple Francesco Tonucci, le conseiller pédagogique. Voilà la citation. Ce film n'est pas un roman, ce n'est pas non plus un documentaire sur les techniques pédagogiques. Il montre la vie d'une salle de classe, animée et riche en idées et en pratiques, mais nous ne voulions pas pour autant qu'un enseignant se dise après l'avoir vu « j'ai compris, je vais faire la même chose », ce qui aurait induit une pure paresse intellectuelle. Les expériences ne se répètent pas, ne s'imitent pas. Il faut les vivre pleinement dans la classe et dans l'environnement social du travail. Les techniques, qui s'apprennent en partie, viennent de l'expérience et s'adaptent à elle. Nous-mêmes, en faisant le film, nous n'avons pas pu anticiper, planifier, programmer, si ce n'est dans les grandes lignes et en modifiant continuellement. Nous voulions faire un film sur l'école, celle de tous les jours, dans une vraie salle de classe, et il nous a fallu trancher entre la réalité des enfants et une fiction scénarisée, même si nous avions bâti cette fiction sur la connaissance que nous avions du contexte. C'est donc un film qui invite à se poser des questions, à entrer en crise, de la même manière que nous entrions en crise, nous qui, plus d'une fois, avons été tentés d'abandonner devant la masse des difficultés. De la même manière que l'instituteur entre en crise et qu'entre en crise la centaine d'instituteurs italiens qui cherchent de nouvelles voies, de nouvelles manières plus justes de vivre l'école. Après le texte de Federico Rossini, nous avons voulu restituer les images et les propos du documentaire, ça c'est d'autres pages, du documentaire Quando la scuola cambia, quand l'école change, que Vittorio De Sitta a réalisé dans le sillage des débats suscités par l'immense succès de Diario di un Maestro. Il s'agit d'un autre cycle de 4 films, toujours produits par la RAI. 4 films plus strictement documentaires, réalisés pour répondre aux critiques de ceux qui disaient que ce n'était pas possible parce que c'était du cinéma. De Sitta prit la critique au sérieux et filma dans des classes réelles, dans diverses régions de l'Italie,
la plaine du Pô, la banlieue de Milan, dans une communauté albarèche du sud de l'Italie. Et il a filmé des tentatives en cours avec des enseignants et des élèves véritables pour montrer les possibilités et l'ampleur des questions soulevées. Les questions de langue et de handicap y sont notamment abordées de façon précise et très concrète. Nous avons décidé de retranscrire et de traduire les voix des 4 films avec un choix de photogrammes. Les films s'intitulent « Partir de l'enfant »,« Travailler ensemble ne fatigue pas »,« Travailler ensemble ne fatigue pas », pardon. « Tous les citoyens sont égaux sans distinction de langue », Constitution italienne. C'est le film qui se passe dans la communauté albarèche. Et enfin, Les différents. Le livre se poursuit ensuite avec une description précise de la situation de la pédagogie expérimentale en Italie dans les années 50, entre les années 50 et 80, et donne ainsi un arrière-plan au film, selon l'idée que ce type d'expérience n'arrive jamais seul ni par hasard. Le texte s'intitule « Pour une imagination pédagogique, éducation, activité politique et éditoriale en Italie ». Et il a été écrit par Francesco Grandi, qui est un historien de la même génération que Rossini, celle de la fin des années 70. Il reconstitue une sorte de terreau d'expérience et de publication qui n'explique pas un tel film, mais lui donne donc son arrière-plan, l'inscrive dans une époque, dans une constellation de tentatives et d'inventions institutionnelles. Grandi revient, comme Federico Rossini, sur la figure du prêtre enseignant Lorenzo Don Milani, mais aussi sur celle de Mario Lodi ou celle de Bernardini, entre autres. Chez tous ces enseignants, on repère notamment un usage du livre assez libre. Et c'est un phénomène qui dépasse le milieu pédagogique en Italie à cette époque. Des éditeurs s'engagent, publient des formes de livres hétérogènes à propos ou à partir de situations pédagogiques. On repère à la fois des récits d'expérience ou témoignages, comme celui dont j'ai déjà très brièvement parlé, l'enseignant Albino Bernardini, qui fait donc le récit d'une année de classe et qui fut l'une des sources du film de De Seta. Dans le film, je ne sais pas si vous avez vu, la voix off, qui est comme la voix off intérieure du maître d'école, en étant en quelque sorte l'équivalent. Il y a aussi des expériences d'écriture collective. Et là, la lettre à une maîtresse d'école, écrite en 66-67 par le prêtre enseignant Lorenzo Don Milani et ses élèves de l'école de Barbiana, fait figure de modèle. Ou encore, il existe aussi une aventure éditoriale comme celle de la Biblioteca di Lavoro, sur le modèle de la bibliothèque de travail de Célestin Freinet, qui consiste en plusieurs centaines de fascicules de quelques pages chacun, réalisés à partir du matériel produit par des classes ou des groupes d'enseignants sur des sujets aussi divers que la fabrication du pain, les chants populaires, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les attentats fascistes, un portrait de Bertolt Brecht, une étude écologique des alentours d'une école, etc., etc. Cette série a été publiée à partir de 1973 par Manzioni, un éditeur de Florence, et était dirigée par Mario Lodi, qui était donc l'enseignant du premier film Quand l'école change. On retrouve aussi dans l'équipe éditoriale Francesco Tonucci, le conseiller pédagogique dont je vous ai cité les propos tout à l'heure, et Caterina Focci, une enseignante de la banlieue de Milan, personnage du deuxième film de Quand l'école change. Toute cette histoire est aussi une histoire d'hommes et de femmes très précis, singuliers. Nous voulions faire apparaître ce foisonnement éditorial, l'esquisser en rassemblant et en reproduisant des pages, des documents, des photographies. Le travail serait à poursuivre. Il y a une nécessité à écrire, à trouver des formes de récits, textes et images qui relancent les tentatives, ne les épuisent pas, mais n'en font pas non plus des modèles à imiter strictement. Le livre se termine enfin par un post-scriptum de Sandra Alvarez de Toledo, qui a fondé et qui anime les éditions L'Arachnéen avec moi, qui dit ce que ce film doit à l'expérience d'écriture collective menée par Don Lorenzo Milani avec ses élèves de l'école de Barbiana à la fin des années 60. Car si Vittorio De Seta s'est inspiré pour son film du journal d'Albino Bernardini, il ne pouvait qu'être touché, comme tous les Italiens le furent à l'époque,
par le livre emblématique Lettre à une maîtresse d'école, composé d'aphorismes tranchants, pensé comme une œuvre d'art collective sur le modèle des mosaïstes chrétiens, comme une invitation à s'organiser. L'ouvrage est évoqué comme le modèle le plus plausible d'un film qui se veut révolutionnaire et sans auteur. La spécificité de la situation italienne n'empêche pas que les termes du débat sur l'école soient absolument actuels. Et Diario est à la fois un témoignage, une fiction pédagogique et le modèle d'une utopie. Voilà ce que je voulais dire sur ce livre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou sinon, Jean-Michel Folland, si vous pouvez nous dire pourquoi vous avez sélectionné ce livre. Oui, alors bon, voilà, Naïs a dit beaucoup de choses essentielles. Moi, je peux juste ajouter deux ou trois éléments plus, comment dire, pas seulement émotionnels, mais d'abord émotionnels en rencontrant le livre. Je connaissais le film et j'ai trouvé que cet objet qui a l'air et qui est, et qui je crois se veut modeste, hein, c'est Oui. pas un grand livre-album avec des grandes photos en quadrille, pleine page, etc., est une aventure menée avec les moyens de l'édition pour accompagner ce qui a déjà été une aventure, voire plusieurs, parce qu'il y a à la fois, comme Naïs Masson l'a très bien raconté, une aventure pédagogique dont on entend qu'elle est aussi politique et sociale dans le contexte dans lequel elle a eu lieu, et une aventure cinématographique, une invention, une manière de faire du cinéma. Une invention ne veut pas forcément dire que personne n'avait jamais rien fait de tel auparavant, mais qu'au moment où lui le fait, de toute façon, il est tout seul et sans sécurité et qui se lance dans ce processus-là, lui étant de cet âge à ce moment-là, et il m'a semblé que, à leur manière, les personnes de l'Arachnéen, donc Sandra Alvarez de Toledo, Nice Masson et puis Federico Rossin, avaient eu un geste comparable dans un autre contexte et qui arrive à faire retrouver cette énergie, ce goût de la découverte, cette prise de risque et en même temps toutes les vibrations que porte cette expérimentation, c'en est une. C'est une sorte d'expérimentation qui se nourrit d'une autre ou qui fait écho, hommage, justice à une qui a eu lieu donc 50 ans avant, quasiment, et que cet écart temporel n'est pas un problème du tout. Et pour moi, c'était une manière très heureuse, enthousiasmante d'avoir trouvé des réponses. Alors, je ne veux pas répéter ou paraphraser ce qui vient d'être dit, mais la manière, non pas de redoubler dans ce qu'on écrit, ce qui est dans le film, et de mettre à disposition le film et de construire autour ces éléments de circulation qui l'enrichissent, qui le rééclairent, qui donnent des arrière-plans, qui pointent dans des directions nouvelles, et très vivante, dynamique. En même temps, j'aime les gros livres aussi, hein, j'ai rien contre les gros livres, mais rendre justice à cette et là, Arachnéa en a commis quelques-uns, des très gros livres, mais rendre justice à toute cette chose qui est vraiment très très riche. Et la lettre à une maîtresse d'école c'est un des textes
derrière, disons, une des sources ou une des références, mais il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est un peu intéressé à cette articulation entre les engagements politiques, y compris au sens le plus large, les formes de comportement, l'esthétique de pratiques diverses et l'enseignement, le cadre particulier qui est celui de l'enseignement, où ça prend place, où ça se situe, trouve là une espèce de concentré, de cristallisation à la fois très vivante, extrêmement abordable. Il n'y a pas un mot de jargon, de position en surplomb, disons, des gens qui écrivent et qui s'adressent à nous. À quoi j'ajouterais encore un travail qui moi, me réjouit beaucoup, qui est celui de la composition éditoriale, graphique de l'ouvrage, là aussi modeste, mais avec une recherche, une inventivité dans la disposition des éléments visuels qui peuvent être des photos, qui peuvent être des dessins, qui peuvent être des archives, des photogrammes, etc., des textes, de l'utilisation de la typographie, etc. Enfin, c'est un objet qui, dans sa modestie, pas du tout tape à l'œil, est extraordinairement finement construit, pensé, agencé, composé, et j'y suis très sensible. Je voudrais ajouter que, bien sûr, c'est ce livre-là que j'ai souhaité présenter, c'est de celui-là que on parle, mais que je serais très heureux si ça permet aussi plus généralement de saluer le travail de la maison d'édition, l'Arachnéen, l'immense travail fait autour de Fernand Deligny et de l'ensemble des apports intellectuels, artistiques, pédagogiques, politiques, et de Deligny, qui grâce à l'Arachnéen, qui l'a remis dans le monde, si on peut dire, avec des objets livres exceptionnels et infaisables, invendables, impossibles, complètement déraisonnables sur le plan d'une conception gestionnaire du métier éditorial, disons, et un autre qui est très cher à mon cœur, et pas qu'à mon cœur également, qui est la réédition de Coréenne de Chris Marker, quelqu'un qui compte pour moi, dans mon bureau tous les jours, et l'Arachnéen a aussi rendu accessible cet ouvrage magnifique et de manière parfaitement respectueuse et en phase avec l'esprit de ce qu'avait voulu Marker à l'époque, ouvrage qui était devenu absolument introuvable. Donc ça fait plein de raisons en plus de ce qu'Anaïs Masson a explicité, qui est l'essentiel évidemment pour moi de Est-ce que choisir ce livre-là. Est-ce que réactiver cette forme d'utopie aujourd'hui a un sens aussi pour vous particulièrement important? C'est un peu une question pour vous deux. Pour moi, il ne s'agit pas de, je dirais, et c'est le livre, me semble-t-il, est pensé comme ça. Il ne s'agit pas du tout de promouvoir une utopie comme un espèce de bloc, une sorte de système. Fallait faire ça, bande d'abrutis, vous avez pas mal fait, maintenant on vous dit ce qu'il faut faire. Il s'agit de rendre sensible des énormes éventails d'approches, de manières de se comporter, de manière d'écouter les autres, de manière de regarder, de manière de garder des traces de ce qui se passe, de manière de les partager, au sein desquelles il y a énormément de choses à trouver, à récolter, à faire fructifier différemment dans un grand nombre de cas. Personne ne se croit en 1970, mais c'est les questions d'éducation, on n'a pas vraiment
trouver des solutions satisfaisantes, c'est le moins qu'on puisse dire, on en voit les effets tous les jours. Les enjeux sur la manière de rendre compte d'une expérience, d'une expérimentation avec des outils restent absolument d'actualité. Donc rien n'est vieilli ni vieillot pour moi dans ce dont parle le livre, ce que fait le livre, et sa forme même évite ce qui pourrait sembler une sorte de nostalgie hors de propos ou de volonté, parce que c'est seulement des fragments pour penser nous-mêmes aujourd'hui. Oui, je souscris complètement à ce que Jean-Michel Frodon vient de dire. Après, réinventer, de quelle manière aujourd'hui, voilà, la question reste ouverte. On a publié un autre livre un peu lié à l'école, dont vous n'avez pas parlé, avec deux artistes qui sont intervenus dans des écoles beaucoup plus récemment, il y a quelques années, qui s'appelle Enfantillage outillé, qui est plus particulièrement sur la pensée graphique des enfants. C'est une question qui nous intéresse. En tant qu'éditeur, on est plutôt là pour rendre accessibles ces traces, éventuellement les élaborer au fur et à mesure, mais pas pour les... Vous l'avez créée quand, la maison d'édition? Elle a été créée quand? Elle a été créée en 2015. Le premier livre, c'est donc le livre Grosse somme des écrits de Fernand Deligny, qui était donc un livre de 1850 pages qu'on a mis 2 ans à faire, et dont parlait tout à l'heure Jean-Michel Frodon. Ça, c'est le premier livre qui est paru donc en 2007. Donc, elle a été créée en 2005 et le livre est paru en 2007. Donc, ça fait 13, 14 ans, 15 ans, voilà, qu'elle existe. Merci. Je voulais juste dire que moi, j'ai été fascinée par ces films que je ne connaissais pas, de Vittorio De Sitta. J'avais une question pour Jean-Michel Frodon, parce qu'en fait, le livre tourne autour du projet et effectivement des questions de pédagogie, de la situation de l'école dans les quartiers populaires italiens de ces années-là, et effectivement joue de ces ramifications qui sont vraiment la spécificité de ces éditions, de la ramification du projet. Mais vous, Jean-Michel Frodon, du point de vue du cinéma, comment... parce que j'ai regardé les films, ils sont magnifiques. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des saisies comme ça de ces visages d'enfants, cette parole. Enfin, on sent bien effectivement qu'il y a une écriture tout à fait particulière. Ça fait penser de temps en temps à Pasolini. Peut-être moi, juste comment la part, je dirais, esthétique peut être qualifiée dans ce projet? Comment on l'a défini? La part esthétique je veux dire, dans le film. De forme, oui, il y a une question de forme, oui, qui est moins abordée dans le livre, peut-être. Oui, enfin, j'ai trouvé, me situant a priori plutôt du côté du cinéma, que le texte introductif sur comment le film s'est fait donnait tout à fait, accès aux enjeux cinématographiques et aux manières dont et permettait d'en prolonger, disons, les questionnements, y compris au-delà du film lui-même, de la situation, des conditions dans lesquelles ça s'est fait, avec cette caractéristique aussi qui, elle, alors appartient, je le crains, au passé, qu'une chaîne de télévision nationale donne un écho pareil à un travail comme celui-là. Sinon, ce que fait De Sitta avec le film fait partie, encore une fois, ça n'a pas de sens ni de justesse
dire il est le premier ou il est le seul. Des gens ont exploré des modalités de croisement du documentaire et de la fiction, d'introduire des acteurs dans des situations réelles. Et c'est pas, mais là, ça a sa pertinence particulière liée à ce qu'il recherche, ce qu'il veut faire advenir sur l'écran. Et le film, pour moi, est une merveille qui est aussi en phase avec des choses qui sont en train de s'inventer à cette époque-là, comme souvent dans l'histoire du cinéma, pas que du cinéma, mais en particulier du cinéma, on voit très bien que c'est un film qui est au moment, il est réellement au moment de l'invention de la vidéo, et qu'il annonce ce qu'on a envie de faire et ce qu'on va se mettre à faire en vidéo très vite, avec des outils plus légers où on peut montrer aux gens immédiatement ce qu'on a filmé. Et donc, il est dans cette sensibilité à une autre vitesse de relation entre les filmeurs et les filmés, à une autre type de proximité qui va se développer exactement dans le temps du film, en particulier avec des cinéastes féministes qui vont être les pionnières de la vidéo d'interaction avec les gens filmés, pas seulement documentaires, et qui ne sépare pas ce qu'on appelle le geste de création de l'enregistrement de la réalité. Ça se fait dans le même mouvement et dans le même élan. Et cette dynamique-là qui trouve vraiment une accélération, une diversité formidable dans les années 70, elle est remarquablement présente dans le film de De Seta. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'étais enthousiaste, vraiment, voilà, de cet objet. Ouais. En ressenti, en remarque, je pourrais dire que la modestie de l'ouvrage, son côté noir et blanc, documentation, est parfaitement en adéquation avec le sujet. Donc, sa modestie est aussi une pertinence. Ça a été une belle découverte. C'est un très beau projet. Et voilà, c'est un peu le ressenti qu'on a eu ici. Pas trop dévoiler les secrets de cuisine non plus, mais voilà, on est très content de découvrir ce projet humble mais précis et exact. Oui, enfin, je dirais pas si humble, parce que ce sont des films. Enfin, non, il y a un souffle, il y a un souffle presque épique dans ce rapport avec les enfants, le rapport aussi au paysage romain. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable dans ce projet de Seta. Et après, le livre, effectivement, oui, dans ce que vous avez bien souligné sur la construction très, très concise et concentrée sur l'objet, vraiment intéressant. Ouais. Écoutez, merci beaucoup à tous. Je pense que si on n'a rien à ajouter, voilà. Merci à vous. Bonne merci encore pour ce projet. Bonne suite. Bon, merci à tous. Au revoir. Au revoir.